C'est Monsieur le chef de la seconde opposition pour la première ronde de questions. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais, à ce moment-ci, parler des crédits pour, entre autres, les cours de français pour les nouveaux arrivants. On le sait, on a des discussions sur le fait qu'au Québec, on n'a pas un taux de natalité très élevé. Si on veut accélérer la croissance économique, ça va prendre plus de gens. Et par contre, au-delà des qualifications économiques, ça prend des gens aussi qui acceptent d'apprendre le français. Lorsqu'on regarde les 50 000 immigrants qui arrivent à chaque année au Québec, on voit qu'au cours de la dernière année qui est disponible, 41 de ces immigrants ne parlaient pas français. Donc, 41 des 50 000. Donc, à peu près 20 000 ne parlaient pas français. Dans les 20 000, il y en a la moitié que ce sont des enfants, donc à cause des obligations de la loi 101, vont devoir aller à l'école en français. Mais si on regarde chez les adultes, 72 ne suivent pas de cours de français. Donc, le 3/4 des adultes qui arrivent au Québec, qui ne parlent pas français, ne suivront jamais de cours de français. Donc, si on fait un calcul, là, 20 d'adultes fois 72 ça veut dire 14 de tous les immigrants ne suivront jamais de cours de français et ne parlent pas français. Bon. Moi, je trouve ça inquiétant. J'ai eu l'occasion de poser la question au premier ministre. Il avait l'air, lui, d'être confortable avec ça. Et quand on regarde les budgets, il n'y a pas d'augmentation importante là, des budgets pour donner des cours de français aux immigrants. Bon, on est content de voir que le premier ministre a reculé sur l'idée d'augmenter à 60 000 le nombre d'immigrants, mais même à 50 000, moi, je voudrais savoir, là, est-ce que le premier ministre a un plan d'action pour que les nouveaux arrivants qui ne parlent pas français qui puissent avoir accès à des cours de français. Évidemment, il n'est pas d'accord avec les cours de français obligatoires qu'on propose, mais je voudrais savoir au moins s'il pense mettre en place les moyens pour que ces immigrants qui arrivent puissent au moins avoir accès à des cours de français. Pour une réponse de 2 minutes 30, Monsieur le Premier ministre. C'est court pour un sujet aussi important, mais la première chose que je voudrais rappeler à mon collègue, c'est qu'involontairement, dans ces questions, il donne l'impression que la majorité des gens qui arrivent au Québec ne connaissent pas le français, alors que les chiffres donnent un message totalement différent. Au cours des 20 dernières années, la proportion des immigrants qui connaissent le français a doublé, passé de 36,8 à 61,3 Il reste les enfants, comme il l'a dit, les gens qui sont en processus de francisation, et franchement, les 41 en question, il faut tenir compte du fait que cette statistique, encore une fois, inclut les enfants qui seront scolarisés, les nouveaux arrivants qui suivront des cours de francisation. Au total, en 2012, et probablement qu'on s'est amélioré même depuis ce temps-là, près de 86 des personnes immigrantes admises au Québec étaient soit francophones, soit en processus de francisation, soit des enfants scolarisés en français. Plus de 90 des travailleurs qualifiés qui veulent s'installer chez nous connaissent le français. Alors, je pense qu'il faut rappeler ça, parce que je suis certain que c'est involontairement que notre collègue donne l'impression à la population qu'on est menacé par l'immigration sur le plan de la langue française, ce qui n'est pas le cas du tout. Les immigrants sont francisés. Nous soutenons, avec des montants records d'ailleurs, la francisation, et nous soutenons la francisation de plusieurs façons. On a ajouté d'ailleurs des crédits cette année pour la francisation des nouveaux arrivants. Lorsqu'il parle des cours de français, je voudrais lui faire remarquer 2 éléments. D'abord, c'est que s'il regarde les statistiques de chômage des immigrants, et je pense qu'il les a regardées parce qu'il les a citées dans une de ses questions, il va constater un fait qui, ma foi, est assez curieux et qui nécessite une analyse supplémentaire. Le taux de chômage des immigrants francophones est plus élevé que le taux de chômage des immigrants anglophones. Il y a des raisons possibles pour ça qui ne sont pas nécessairement toutes flatteuses, mais il y a des raisons possibles pour ça. Deuxièmement, lorsqu'on parle aux gens qui s'occupent véritablement d'immigration au jour le jour, qui sont en contact avec les immigrants, le message qui nous est donné, c'est que la meilleure façon d'intégrer quelqu'un au Québec et aux Français, c'est le marché du travail. Alors, j'espère qu'ils ne préconisent pas de retirer quelqu'un du marché du travail pour le forcer à prendre des cours de français. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est le maintenir au travail
et aller le franciser dans son milieu de travail. D'ailleurs, notre collègue, la ministre de l'Immigration, va faire en sorte d'augmenter les efforts de francisation sur les lieux de travail, et ça me paraît un objectif tout à fait légitime. Mais revenons encore une fois à l'essentiel. On a besoin d'immigration. On a besoin d'immigration croissante au cours des prochaines années. On va d'abord mettre en place la réforme de notre collègue, s'assurer qu'elle fonctionne bien, puis on aura d'autres débats chaque année sur les seuils d'immigration. Mais la réalité démographique du Québec, c'est notre principal handicap économique aujourd'hui. Je voudrais qu'il réalise ça, puis j'aurai des données à lui présenter si ça l'intéresse là-dessus. Je ne dirais pas que c'est dramatique pour ne pas augmenter l'effet trop, mais c'est sérieux. C'est certainement aussi sérieux que bien d'autres défis économiques qu'on a au Québec. On n'a pas de problème actuellement tellement de gens qui cherchent du travail. On a bien du problème d'entreprises qui cherchent des travailleurs. Et demain, je vais en rencontrer d'ailleurs. Et c'est ça le problème réel de l'immigration. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de la deuxième opposition, pour la deuxième ronde de questions. Monsieur le Président, les gens qui nous écoutent là, doivent un peu rire là, parce que le Premier ministre a répété exactement les mêmes chiffres que moi. Donc, probablement qu'il ne m'avait pas écouté lorsque j'ai parlé. Par contre, lui, ça ne semble pas l'inquiéter. Étant donné qu'il y a une majorité qui apprennent le français, qu'il y a une minorité qui n'apprennent pas le français, ça ne le dérange pas. C'est ce que je comprends. Je rappellerai au premier ministre, parce qu'il parle de l'importance pour le marché du travail d'avoir plus d'immigrants, je lui rappellerai que quand on regarde les chiffres de décrochage scolaire, à chaque année, il y a 12 000 jeunes qui décrochent avant d'avoir obtenu un diplôme. Je lui rappellerai aussi, lorsqu'il regarde le sol migratoire entre les provinces, que l'année passée, il y a 13 000 personnes qui ont quitté le Québec net. Donc, si on veut aller chercher des gens pour le marché du travail, il y a d'autres façons d'augmenter le nombre d'immigrants. On peut lutter contre le décrochage, on peut s'assurer que les personnes qui quittent pour l'Ontario, bien, plutôt apprennent le français, mais je veux revenir parce qu'il n'a pas du tout répondu à ma question, à savoir est-ce qu'il va mettre plus de ressources pour les cours de français, mais je veux revenir sur la proposition de la CAQ de dire les cours de français devraient être obligatoires. Je sais que le premier ministre, là, la fois que j'ai parlé de ça, il est monté au plafond en disant que c'était inacceptable, intolérant. Je veux lui rappeler qu'en France, toutes les personnes qui veulent s'établir doivent signer un contrat d'accueil d'intégration, puis doivent suivre une formation linguistique de 400 heures. En Allemagne, les gens qui veulent s'installer en Allemagne doivent suivre un cours de langue de 600 heures pour avoir leur certificat de cours d'intégration. Au Danemark, doivent suivre un cours soit de niveau 1 pour ceux qui viennent sous le chapeau réunification familiale ou de niveau 2 pour ceux qui veulent venir travailler. Donc, ça existe en France, ça existe en Allemagne, ça existe au Danemark. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi il est contre le fait que les cours de français soient obligatoires pour tous les immigrants au Québec? Pour une réponse de 2 minutes 30, Monsieur le Premier ministre. Bien, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire perdre l'emploi à quelqu'un pour cette raison-là. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller lui enseigner le français dans son entreprise pour lui montrer comme il faut l'importance de connaître le français. Surtout pas l'enlever du milieu du travail. Alors, Monsieur le Président, au Québec aussi, on signe des contrats de respect des valeurs avant l'arrivée au Québec. Au Québec aussi, on a une vaste gamme d'offres de cours de francisation. Et en tout respect, je ne suis pas certain que les modèles européens d'intégration sont si exemplaires. Il n'y a qu'à lire l'actualité actuellement. Alors, ce qu'on veut faire actuellement pour favoriser la connaissance et l'usage du français, c'est d'accroître la gamme de cours de français spécialisés à certains métiers et professions, mettre en place de concert avec les partenaires économiques ou en vase clos des formules, écoutez bien, alliant francisation et expérience en emploi. Il me semble qu'au moins, on pourrait s'entendre là-dessus. Répondre aux besoins différenciés d'un plus grand nombre de personnes immigrantes en matière de connaissance du français, selon les exigences spécifiques du domaine de l'emploi et de l'employeur, en diversifiant les services de francisation à visée professionnelle qui sont offerts à l'étranger et au Québec, en classe et en milieu de travail, assurer la promotion des services gouvernementaux de francisation, renforcer le rôle du français comme principale langue de travail en renouvelant la stratégie commune d'intervention pour le Grand Montréal et les milieux, bien sûr, les collaborations avec les milieux associatifs de la métropole, et on a accordé des crédits supplémentaires pour 16-17 afin d'augmenter et de diversifier l'offre de services en francisation aux personnes immigrantes. Je veux encore revenir sur le fait, Monsieur le Président, que j'espère que ce n'est pas ce qu'il pense, je ne dis pas que c'est ce qu'il pense, mais l'immigration et la diversité, ce n'est pas une menace pour le Québec, c'est un atout extraordinaire, c'est un facteur de croissance.
Il faut absolument qu'on gère bien la diversité, qu'on accueille les gens, parce qu'ils ont le choix d'aller bien d'autres endroits dans le monde que venir au Québec. Alors, il faut qu'ils choisissent le Québec. On veut les meilleurs talents, les meilleurs cerveaux. On veut mieux les sélectionner. Là aussi, ils devraient nous appuyer. La réforme de la ministre de l'Immigration vise à beaucoup mieux accorder les besoins du milieu de travail avec les grilles de sélection des candidats à l'immigration au Québec, ce qui, en passant, n'est pas fait en Europe. Ils connaissent très bien le modèle d'immigration en Europe. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de grille d'évaluation, il n'y a pas d'harmonisation avec les besoins du milieu du travail. Il doit également considérer qu'au cours des dernières années, le qualificatif de connaissance du français a été rehaussé dans la grille d'évaluation, ce qui explique une bonne partie, pas toute, mais une partie des progrès qu'on a fait dans la connaissance du français à l'arrivée ici. Mais je voudrais encore une fois qu'il me donne son interprétation. Comment ça se fait qu'au Québec, c'est les immigrants francophones qui chôment plus que les immigrants anglophones? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait également? Il a parlé de la migration. Il doit reconnaître ce fait que la plupart des nouveaux ménages de la grande région de Montréal, maintenant, sont issus de l'immigration. Ça, c'est la réalité mondiale, c'est la réalité démographique qui est la nôtre. Il faut en faire un facteur de croissance, de prospérité et mieux vivre ensemble. C'est ce qu'on veut faire, nous. On est positif, on veut dire aux gens, venez chez nous, on va vous accueillir, vous parlerez notre langue commune, vous aurez un emploi de qualité et vous allez contribuer à notre prospérité. Premier ministre, Monsieur le chef de la seconde opposition pour la troisième ronde de questions. Monsieur le Président, le premier ministre semble se réjouir du fait que le taux de chômage est plus élevé chez les immigrants qui parlent français. Donc, il est en train de nous dire là, que les immigrants qui parlent anglais, qui ont accès à des emplois en anglais au Québec, il est content de ça. Il est content du fait que la loi 101, là, qui déclare que la langue de travail au Québec, ça devrait être le français, qu'elle ne soit pas toujours respectée. Mais, Monsieur le Président, je veux venir sur une autre question qui est reliée à l'immigration. Quand on regarde les 50 000 immigrants qui sont acceptés à chaque année, 70 % sont choisis par le gouvernement du Québec. Dans ce 70 %, la majorité parle français. Mais il y a 30 % des immigrants, quand même 15 000 par année, qui sont choisis par le gouvernement fédéral. Et dans ce groupe, la majorité ne parle pas français. Et ce groupe est choisi au nom de la réunification familiale. Et il a probablement suivi les débats en Europe sur cette catégorie réunification familiale pour laquelle, actuellement, on est moins exigeant, disons, sur l'intégration. Une des propositions de la CAQ, c'est de demander que le Québec négocie avec Ottawa pour récupérer ce pouvoir pour choisir les immigrants qu'on appelle réunification familiale. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour qu'ensemble, on négocie avec Ottawa pour que le Québec, au lieu de choisir 70 % des immigrants, choisisse tous les immigrants en fonction des critères, de la réalité, des défis qu'on a? Parce qu'on est tous d'accord pour accueillir des immigrants, mais le premier ministre ne semble pas comprendre qu'au Québec, on sera toujours vulnérable pour protéger le français en Amérique du Nord. On est 7-8 millions de francophones dans un océan de centaines de millions d'anglophones. Et c'est son rôle, comme chef du seul État qui représente une majorité de francophones, de protéger le français. Mais ça ne semble pas le préoccuper, ça ne semble pas être dans ses priorités au premier ministre. Donc, je répète ma question, est-ce que le premier ministre serait d'accord pour qu'on négocie avec Ottawa pour récupérer le 30 % d'immigrants qui est choisi actuellement par Ottawa, que ce soit le gouvernement national du Québec qui choisisse tous les immigrants au Québec? Monsieur le premier ministre, pour une réponse de 2 minutes 30. Alors, je commencerai par lui dire que comme francophone québécois, moi, je ne me sens pas vulnérable du tout. Je me sens très fort, très fier. J'ai aucune crainte pour l'avenir du français. Elle est forte, notre langue. Elle rayonne partout dans le monde entier grâce à nos artistes, à nos entrepreneurs et à tous les Québécois et les Québécoises qui parcourent le monde et qui parlent avec fierté du Québec. Moi, je ne souscris pas à la mentalité de l'assiégé. Jamais. Je souscris à la confiance renouvelée chaque année envers le Québec et son immense potentiel. Maintenant, nous avons une entente unique au Canada. Il oublie de le dire. Chaque province canadienne rêverait d'avoir l'entente que nous avons signée au début des années 90 avec le gouvernement fédéral pour l'immigration. Et là, il dit, bien, il faudrait récupérer la juridiction sur les autres.
Pas une bonne idée. Je vais lui expliquer pourquoi. Non, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il va nous expliquer dans ces autres-là, les réfugiés. C'est quoi ces critères, lui, de choix des réfugiés? Non, c'est là-dedans. C'est là-dedans, les réfugiés. Oui, oui, c'est là-dedans. Alors, les réfugiés, pour moi, les critères, c'est simple. C'est la guerre, c'est la persécution, c'est le malheur. C'est les Syriens qui arrivent chez nous. La réunification familiale, il ne prétend pas tout de même empêcher les familles de se réunir. J'espère que non. Alors, on offre également des services à ces gens-là. Les enfants qui arrivent, ils vont à l'école en français. Puis les parents âgés, bien, ils sont âgés. Puis ils viennent finir leur vie en bonne santé, puis à l'abri de la guerre, puis de la persécution et de l'incertitude économique au Québec. Alors, tout son discours, puis je suis obligé de lui dire amicalement quand même, là, tout son discours est imprégné de la crainte des étrangers, des immigrants. Ça va fragiliser le Québec, ça va fragiliser le français. Moi, je suis imprégné par la confiance et j'aimerais qu'il ait un discours de confiance également. On a montré au Québec qu'on a un excellent modèle d'intégration. D'ailleurs, on vient d'ailleurs dans le monde pour le voir, ce modèle-là. On est capable, avec l'entente unique dont on dispose, de disposer de pouvoirs uniques au Canada en domaine d'immigration. Moi, je n'ai pas envie de me transformer en agence d'évaluation de réfugiés, ni en agence d'évaluation de risques de santé ou de sécurité pour les réunifications familiales. On a assez de dépenses publiques de même, on va laisser le fédéral, qui sont en passant beaucoup des Québécois. Là, le gouvernement fédéral, j'espère qu'il ne glisse pas avec son ancien parti. Ce n'est pas un gouvernement étranger, c'est notre gouvernement à nous autres. On est citoyens de ce pays-là. C'est normal qu'ils s'occupent de leur juridiction. Et l'accord qu'on a eu avec le gouvernement fédéral est à l'honneur du Québec et d'un gouvernement libéral qui alors l'a conclu. Et il faut s'en féliciter et continuer à le faire fonctionner. Merci, Monsieur le Premier ministre. Il vous reste 30 secondes, Monsieur le chef de la seconde opposition. Oui, Monsieur le Président, c'est triste que le Premier ministre mélange réfugiés et réunification familiale qui ne connaissent pas le dossier de l'immigration. Mais j'ai une dernière question rapide pour lui. Il y a quelques mois, il nous disait que concernant l'affichage de descriptifs de compagnies comme Costco, qui étaient d'accord pour mettre un descriptif français. Or, on apprend ce matin dans Le Devoir qu'il aurait changé d'idée, qu'il aurait reculé, qu'il n'est pas prêt à changer la loi 101 pour mettre un descriptif français à côté de Costco, Best Buy, Guess, Gap, Toys R Us. Il a changé d'idée sur ce dossier-là, alors qu'il disait « Toutes ces entreprises au nom anglais manquent de délicatesse en refusant d'y ajouter un peu de français. » Est-ce qu'il est toujours d'accord pour ajouter un descriptif français devant les marques comme Costco ou Best Buy? Merci, Monsieur le chef de la seconde opposition. Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Tout à fait. Merci de me donner l'occasion de le dire. D'ailleurs, bientôt, on va déposer le règlement. Il pourra en débattre. Et il verra très bien que notre position n'a jamais changé. Ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'il était extrêmement risqué sur le plan juridique, entre autres, d'obliger les entreprises à changer leur marque de commerce ou leur raison sociale. Je le vois hocher de la tête. Il est d'accord avec moi. Par contre, il est nécessaire qu'ils manifestent de façon visible la connaissance et le respect de la communauté dans laquelle ils font des affaires, notamment du fait français, et qu'il y ait des messages français visibles, descriptifs, et il verra le libellé du règlement. Alors, c'est une excellente position, pour une fois, une position équilibrée, une position respectueuse et surtout une position légale. J'espère que le collègue ne va pas nous engager dans la direction de position illégale. Il aura donc la possibilité de voir le règlement sous peu, et il y aura une période de publication, des discussions, puis il sera adopté. Merci, Monsieur le Premier ministre.